Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture de Robinson Crusoe, qui est un roman de Daniel Defoe. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. À la vue de cet argent, je souris en moi-même et je m'écriais « Oh, drogue! À quoi es-tu bonne? Tu ne vaux pas pour moi, non, tu ne vaux pas la peine que je me baisse pour te prendre. Un seul de ces couteaux est plus pour moi que cette somme. Je n'ai nul besoin de toi. Demeure donc où tu es, et va au fond de la mer, comme une créature qui ne mérite pas qu'on la sauve. » Je me ravisais, cependant. Je le pris, et l'ayant enveloppé avec les autres objets dans un morceau de toile, je songeais à faire un nouveau radeau. Sur ces entrefaites, je m'aperçus que le ciel était couvert et que le vent commençait à fraîchir. Au bout d'un quart d'heure, il souffla un bon frais de la côte. Je compris de suite qu'il était inutile d'essayer à faire un radeau avec une brise venant de terre, et que mon affaire était de partir avant qu'il y eût du flot, qu'autrement je pourrais bien ne jamais revoir le rivage. Je me jetai donc à l'eau, et je traversai à la nage le chenal ouvert entre le bâtiment et les sables. Mais avec assez de difficulté, à cause des objets pesants que j'avais sur moi, et du clapotage de la mer, car le vent força si brusquement que la tempête se déchaîna avant même que la marée fût haute. Mais j'étais déjà rentrée chez moi, dans ma petite tente, et assis en sécurité au milieu de toute ma richesse. Il fit un gros temps toute la nuit, et le matin, quand je regardais en mer, le navire avait disparu. Je fus un peu surpris, mais je me remis aussitôt par cette consolante réflexion que je n'avais point perdu de temps ni épargné aucune diligence pour en retirer tout ce qui pouvait m'être utile. Et qu'en fait, il y était resté peu de choses que j'eusse pu transporter quand même j'aurais eu plus de temps. Dès lors, je détournai mes pensées du bâtiment et de ce qui pouvait en provenir, sans renoncer toutefois aux débris qui viendraient à dériver sur le rivage, comme en effet il en dériva dans la suite, mais qui furent pour moi un peu d'utilité. Mon esprit ne s'occupa plus alors qu'à chercher les moyens de me mettre en sûreté, soit contre les sauvages qui pourraient survenir, soit contre les bêtes féroces, s'il y en avait dans l'île. J'avais plusieurs sentiments touchant l'accomplissement de ce projet, et touchant la demeure que j'avais à me construire. Soit que je me fisse une grotte sous terre ou une tente sur le sol. Bref, je résolus d'avoir l'un et l'autre, et de telle sorte qu'à coup sûr la description n'en sera point hors de propos. Je reconnus d'abord que le lieu où j'étais n'était pas convenable pour mon établissement, particulièrement parce que c'était un terrain bas et marécageux, proche de la mer, que je croyais ne pas devoir être sain, et plus particulièrement encore parce qu'il n'y avait point d'eau douce près de là. Je me déterminai donc à chercher un coin de terre plus favorable. Je devais considérer plusieurs choses dans le choix de ce site. 1. La salubrité et l'eau douce dont je parlais tout à l'heure. 2. L'abri contre la chaleur du soleil. 3. La protection contre toutes les créatures rapaces, hommes ou bêtes. 4. La vue de la mer, afin que si Dieu envoyait quelques bâtiments dans ces parages, je puisse en profiter pour ma délivrance, car je ne voulais point encore en bannir l'espoir de mon cœur. En cherchant un lieu qui réunit tous ces avantages, je trouvai une petite plaine située au pied d'une colline dont le flanc, regardant cette esplanade, s'élevait à pic comme la façade d'une maison, de sorte que rien ne pouvait venir à moi de haut en bas. Sur le devant de ce rocher, il y avait un enfoncement qui ressemblait à l'entrée ou à la porte d'une cave. Mais il n'existait réellement
aucune caverne, ni aucun chemin souterrain. Ce fut sur cette pelouse, juste devant cette cavité, que je résolus de m'établir. La plaine n'avait pas plus de 100 verges, de largeur, sur une longueur double, et formait devant ma porte un boulingrin qui s'en allait mourir sur la plage en pente douce et irrégulière. Cette situation était au nord-nord-ouest de la colline. De manière que chaque jour, j'étais à l'abri de la chaleur, jusqu'à ce que le soleil déclinât à l'ouest quart sud, ou environ. Mais alors, dans ces climats, il n'est pas éloigné de son coucher. Avant de dresser ma tente, je traçais devant le creux du rocher un demi-cercle, dont le rayon avait environ 10 verges à partir du roc, et le diamètre, 20 verges depuis un bout jusqu'à l'autre. Je plantai dans ce demi-cercle 2 rangées de gros pieux que j'enfonçai en terre jusqu'à ce qu'ils fussent solides comme des pilotis. Leurs gros bouts, taillés en pointe, s'élevaient hors de terre à la hauteur de 5 pieds et demi. Entre les 2 rangs, il n'y avait pas plus de 10 pouces d'intervalle. Je pris ensuite les morceaux de câble que j'avais coupés à bord du vaisseau et je les posai les uns sur les autres, dans l'entre-deux de la double palissade, jusqu'à son sommet. Puis, en dedans du demi-cercle, j'ajoutai d'autres pieux, d'environ 2 demi-pieds et demi. D'environ 2 pieds et demi, s'appuyant contre les premiers et leur servant des contre-fiches. Cet ouvrage était si fort que ni homme, ni bête n'aurait pu le forcer ni le franchir. Il me coûta beaucoup de temps et de travail, surtout pour couper les pieux dans les bois, les porter à pied d'œuvre et les enfoncer en terre. Pour entrer dans la place, je fis non pas une porte, mais une petite échelle avec laquelle je passais par-dessus ce rempart. Quand j'étais en dedans, je l'enlevai et la tirai à moi. Je me croyais ainsi parfaitement défendue et fortifiée contre le monde entier, et je dormais donc en toute sécurité pendant la nuit, ce qu'autrement je n'aurais pu faire. Pourtant, comme je le reconnus dans la suite, il n'était nullement besoin de toutes ces précautions contre des ennemis que je m'étais imaginé avoir à redouter. Dans ce retranchement, ou cette forteresse, je transportais avec beaucoup de peine toutes mes richesses, tous mes vivres, toutes mes munitions et provisions, dont plus haut vous avez eu le détail. Et je me dressais une vaste tente que je fis double pour me garantir des pluies qui sont excessives en cette région pendant certains temps de l'année. C'est-à-dire que j'établis d'abord une tente de médiocre grandeur, ensuite une plus spacieuse par-dessus, recouverte d'une grande toile goudronnée que j'avais mise en réserve avec des voiles. Dès lors, je cessai par un temps de coucher dans le lit que j'avais apporté à terre, préférant un fort bon hamac qui avait appartenu au capitaine de notre vaisseau. Ayant apporté dans cette tente toutes mes provisions, et tout ce qui pouvait se gâter à l'humidité, ayant ainsi renfermé tous mes biens, je condamnai le passage que, jusqu'alors, j'avais laissé ouvert et je passais et repassais avec ma petite échelle, comme je l'ai dit. Cela fait, je commençai à creuser dans le roc, et transportant à travers ma tente la terre et les pierres que j'en tirais, je formai une sorte de terrasse qui éleva le sol d'environ 1 pied et demi, en dedans de la palissade. Ainsi, justement derrière ma tente, je me fis une grotte qui me servait comme cellier pour ma maison. Il m'en coûta beaucoup de travail et beaucoup de temps avant que je puisse porter à leur perfection ces différents ouvrages. C'est ce qui m'oblige à reprendre quelques faits qui fixèrent une partie de mon attention durant ce temps. Un jour, lorsque ma tente et ma grotte n'existaient encore qu'en projet, il arriva qu'un nuage sombre et épais fondit en pluie d'orage, et que soudain, un éclair en jaillit, suivi selon son effet naturel d'un grand coup de tonnerre. La foudre m'épouvanta moins que cette pensée, qui traversa mon esprit avec la rapidité même de l'éclair. Oh, ma poudre!
Le cœur me manqua quand je songeais que toute ma poudre pouvait sauter d'un seul coup. Ma poudre, mon unique moyen de pouvoir à ma défense et à ma nourriture. Il s'en fallait de beaucoup que je fusse aussi inquiet sur mon propre danger. Et cependant, si la poudre eût pris feu, je n'aurais pas eu le temps de reconnaître d'où venait le coup qui me frappait. Cette pensée fit une telle impression sur moi qu'aussitôt l'orage passé, je suspendis mes travaux, ma bâtisse et mes fortifications, et me mis à faire des sacs et des boîtes pour diviser ma poudre par petites quantités, espérant qu'ainsi séparé, quoi qu'il pût advenir, tout ne pourrait s'enflammer à la fois. Puis je dispersai ces paquets de telle façon qu'il aurait été impossible que le feu se communiquât de l'un à l'autre. J'achevai cette besogne en 15 jours environ. Et je crois que ma poudre, qui pesait bien en tout 240 livres, ne fut pas divisée en moins de 100 paquets. Quant au baril, il avait été mouillé. Et il ne me donnait aucune crainte. Aussi le plaçai-je dans ma nouvelle grotte, que par fantaisie j'appelais ma cuisine, et quant au reste, je le cachais, à une grande hauteur et profondeur, dans des trous de rochers, à couvert de la pluie, et que j'eus grand soin de remarquer. Tandis que j'étais occupée à ce travail, je sortais au moins une fois chaque jour avec mon fusil, soit pour me recréer, soit pour voir si je ne pourrais pas tuer quelque animal pour ma nourriture, soit enfin pour reconnaître autant qu'il me serait possible quelles étaient les productions de l'île. Dès ma première exploration, je découvris qu'il y avait des chèvres, ce qui me causa une grande joie. Mais cette joie fut modérée par un désappointement. Ces animaux étaient si méfiants, si fins, si rapides à la course, que c'était la chose du monde la plus difficile que de les approcher. Cette circonstance ne me découragea pourtant pas, car je ne doutais nullement que je n'en puisse blesser de temps à autre, ce qui ne tarda pas à se vérifier. Après avoir observé un peu leurs habitudes, je leur dressai une embûche. J'avais remarqué que lorsque du haut des rochers, elles m'apercevaient dans les vallées, elles prenaient l'épouvante et s'enfuyaient. Mais si elles passaient dans la plaine, et que je fusse sur quelques éminences, elles ne prenaient nullement garde à moi. De là, je conclus que, par ma position de leurs yeux, elles avaient la vue tellement dirigée en bas qu'elles ne voyaient pas aisément les objets placés au-dessus d'elles. J'adoptai en conséquence la méthode de commencer toujours ma chasse par grimper sur les rochers qui les dominaient. Et de là, je l'avais souvent belle pour tirer. Du premier coup que je lâchais sur ces chèvres, je tuai une bique qui avait auprès d'elle un petit cabri qu'elle nourrissait, ce qui me fit beaucoup de peine. Quand la mère fut tombée, le petit chevreau non seulement resta auprès d'elle jusqu'à ce que j'allasse la ramasser, mais encore, quand je l'emportais sur mes épaules, il me suivit jusqu'à mon enclos. Arrivée là, je la déposai à terre, et prenant le biquet dans mes bras, je le passai par-dessus la palissade, dans l'espérance de l'apprivoiser. Mais il ne voulut point manger, et je fus donc obligée de le tuer et de le manger moi-même. Ces deux animaux me fournirent de viande pour longtemps, car je vivais avec parcimonie, je ménageais mes provisions, surtout mon pain, autant qu'il était possible. Ayant alors fixé le lieu de ma demeure, je trouvai qu'il était absolument nécessaire que je pourvusse à un endroit pour faire du feu et à des provisions de chauffage. De ce que je fis à cette intention, de la manière dont j'agrandis ma grotte et des aisances que j'y ajoutais, je donnerai amplement le détail en son temps et lieu. Mais il faut d'abord que je parle de moi-même et du tumulte de mes pensées sur ma vie. Ma situation m'apparaissait sous un jour affreux. Comme je n'avais échoué sur cette île qu'après avoir été entraînée par une violente tempête, hors de la route de notre voyage projeté et à plusieurs centaines de lieues de la course ordinaire des navigateurs, j'avais de fortes raisons pour croire que,
par arrêt du ciel, je devais terminer ma vie de cette triste manière, dans ce lieu de désolation. Quand je faisais ces réflexions, des larmes coulaient en abondance sur mon visage, et quelquefois, je me plaignais à moi-même de ce que la Providence pouvait ruiner aussi complètement ces créatures, les rendre si absolument misérables, et les accabler à un tel point qu'à peine serait-il raisonnable qu'elles lui sussent gré de l'existence. Mais j'avais toujours un prompt retour sur moi-même, qui arrêtait le cours de ses pensées et me couvrait de blâme. Un jour, entre autres, me promenant sur le rivage, mon fusil à la main, j'étais fort attristée de mon sort, quand la raison vint pour ainsi dire disputer avec moi et me parla ainsi. Tu es, il est vrai, dans l'abandon. Mais rappelle-toi, s'il te plaît, ce qu'est devenu le reste de l'équipage. N'étiez-vous pas descendu 11 dans la chaloupe? Où sont les 10 autres? Pourquoi n'ont-ils pas été sauvés? Et toi perdu? Pourquoi as-tu été le seul épargné? Lequel vaut mieux d'être ici ou d'être là? En même temps, je désignais du doigt la mer. Il faut toujours considérer dans les mots le bon qui peut faire compensation. Et ce qu'ils auraient pu amener de pire. Alors je compris, de nouveau, combien j'étais largement pourvue pour ma subsistance. Quel eût été mon sort s'il n'était pas arrivé par une chance qui s'offrirait à peine une fois sur 100 000 que le vaisseau se souleva du banc où il était ensablé d'abord et dériva si proche de la côte que j'eusse le temps d'en sortir tant de choses. Quel eût été mon sort s'il eût fallu que je vécusse dans le dénuement où je me trouvais en abordant le rivage, sans les premières nécessités de la vie et sans les choses nécessaires pour me procurer et pour y suppléer? Surtout qu'aurais-je fait, m'écriai-je, sans fusil, sans munitions, sans outils pour travailler et me fabriquer bien des choses, sans vêtements, sans lit, sans tente, sans aucune espèce d'abri. Mais j'avais de tout cela en abondance, et j'étais au beau chemin de pouvoir réapprovisionner par moi-même et me passer de mon fusil. Lorsque mes munitions seraient épuisées, et j'étais ainsi à peu près rassurée d'avoir tant que j'existerais une vie exempte du besoin. Car dès le commencement, j'avais songé à me prémunir contre les accidents qui pourraient survenir, non seulement après l'entière consommation de mes munitions, mais encore après l'affaiblissement de mes forces et de ma santé. J'avouerai toutefois que je n'avais pas soupçonné que mes munitions pouvaient être détruites d'un seul coup. J'entends que le feu du ciel pouvait faire sauter ma poudre. Et c'est ce qui fit que cette pensée me consterna si fort, lorsqu'il vint à éclairer et à tonner, comme je l'ai dit plus haut. Maintenant que je suis sur le point de m'engager dans la relation mélancolique d'une vie silencieuse, d'une vie peut-être inouïe dans le monde, je reprendrai mon récit dès le commencement, et je le continuerai avec méthode. Ce fut, suivant mon calcul, le 30 septembre, que je mis le pied pour la première fois sur cette île affreuse. Le soleil était, pour ces régions, dans l'équinoxe d'automne, et presque à plomb sur ma tête. Alors que j'avais observé que je me trouvais par les 9 degrés 22 minutes de latitude au nord de l'équateur. Au bout d'environ 10 ou 12 jours que j'étais là, il me vint à l'esprit que je perdrais la connaissance du temps, faute de livres, de plumes et d'encre, et même que je ne pourrais plus distinguer les dimanches des jours favorables. Pour éviter cette confusion, j'érigeai sur le rivage, où j'avais pris terre pour la première fois, un gros poteau en forme de croix, sur lequel je gravai avec mon couteau, en lettres capitales, cette inscription. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Sur les côtés de ce poteau carré, je faisais tous les jours une hoche. Chaque 7e hoche avait le double de la longueur des autres.
et tous les premiers du mois, j'en marquais une plus longue encore. Par ce moyen, j'entretins mon calendrier, ou le calcul de mon temps, divisé par semaine, mois et année. C'est ici le lieu d'observer que, parmi le grand nombre de choses que j'enlevais du vaisseau, dans les différents voyages que j'y fis, je me procurais beaucoup d'articles de moindre valeur, mais non pas d'un moindre usage pour moi, et que j'ai négligé de mentionner précédemment, comme par exemple des plumes, de l'encre, du papier et quelques autres objets serrés dans les cabines du capitaine, du second, du canonnier et du charpentier. 3 ou 4 compas, des instruments de mathématiques, des cadrans, des lunettes d'approche, des cartes et des livres de navigation que j'avais pris pêle-mêle sans savoir si j'en aurais besoin ou non. Je trouvais aussi 3 fort bonnes Bibles que j'avais reçues d'Angleterre avec ma cargaison et que j'avais emballées avec mes hardes. En outre, quelques livres portugais, 2 ou 3 de prières catholiques et divers autres volumes que je conservais soigneusement. Il ne faut pas que j'oublie que nous avions dans le vaisseau un chien et 2 chats. Je dirai à propos quelque chose de leur histoire fameuse. J'emportais les 2 chats avec moi. Quant au chien, il sauta de lui-même hors du vaisseau et vint à la nage me retrouver à terre après que j'y eus conduit ma première cargaison. Pendant bien des années, il fut pour moi un serviteur fidèle. Je n'eus jamais faute de ce qu'il pouvait m'aléquérir, ni de la compagnie qu'il pouvait me faire. Seulement j'aurais désiré qu'il me parlât. Mais c'était chose impossible. J'ai dit que j'avais trouvé des plumes, de l'encre et du papier. Je les ménageais extrêmement et je ferais voir que, tant que mon encre dura, je tins un compte exact de toutes choses. Mais quand elle fut usée, cela me devint impraticable, car je ne pus parvenir à en faire d'autres par aucun des moyens que j'imaginais. Cela me fait souvenir que, nonobstant tout ce que j'avais amassé, il me manquait quantité de choses. De ce nombre était premièrement l'encre. Ensuite, une bêche, une pioche et une pelle pour fouiller et transporter la terre. Enfin, des aiguilles, des épingles et du fil. Quant au linge, j'appris bientôt à m'en passer sans beaucoup de peine. Ce manque d'outils faisait que dans tous mes travaux, je n'avançais que lentement, et il s'écoula près d'1 année avant que j'eusse entièrement achevé ma petite palissade où parquait mon habitation. Ces palis ou pieux étaient si pesants que c'était tout ce que je pouvais faire de les soulever. Il me fallait longtemps pour les couper et les façonner dans les bois, et bien plus longtemps encore pour les amener jusqu'à ma demeure. Je passais quelquefois 2 jours à tailler et à transporter un seul de ces poteaux, et un 3e jour à l'enfoncer en terre. Pour ce dernier travail, je me servais au commencement d'une lourde pièce de bois. Mais plus tard, je m'avisai d'employer une barre de fer, ce qui n'empêcha pas toutefois que le pilotage de ces palis et de ces pieux ne fût une rude et longue besogne. Mais quel besoin aurais-je eu de m'inquiéter de la lenteur de n'importe quel travail ? Je sentais tout le temps que j'avais devant moi, et que cet ouvrage, une fois achevé, je n'aurais aucune autre occupation, au moins que je puisse prévoir, si ce n'est de rôder dans l'île pour chercher ma nourriture. Ce que je faisais plus ou moins chaque jour. Je commençai dès lors à examiner sérieusement ma position et les circonstances où j'étais réduit. Je dressai par écrit un état de mes affaires, non pas tant pour les laisser à ceux qui viendraient après moi, car il n'y avait pas apparence que je dusse avoir beaucoup d'héritiers, que pour délivrer mon esprit des pensées qui l'allégeaient et l'accablaient chaque jour. Comme ma raison commençait alors à me rendre maître de mon abattement, j'essayais à me consoler moi-même du mieux que je pouvais, en balançant mes biens et mes maux, afin que je puisse bien me convaincre que mon sort n'était pas le pire, et comme débiteur et créancier, j'établis ainsi qu'il suit
un compte très fidèle de mes jouissances, en regard des misères que je souffrais. Le mal. Je suis jeté sur une île horrible et désolée, sans aucun espoir de délivrance. Le bien. Mais je suis vivant. Mais je n'ai pas été noyé comme le furent tous mes compagnons de voyage. Le mal. Je suis en quelque sorte écarté et séparé du monde entier pour être misérable. Le bien. Mais j'ai été séparé du reste de l'équipage pour être préservé de la mort. Et celui qui m'a miraculeusement sauvé de la mort peut aussi me délivrer de cette condition. Je suis retranché du nombre des hommes. Je suis un solitaire, un banni de la société humaine. Mais je ne suis pas mourant de faim et expirant sur une terre stérile qui ne produise pas de subsistance. Je n'ai point de vêtements pour me couvrir. Mais je suis dans un climat chaud, où si j'avais des vêtements, je pourrais à peine les porter. Je suis sans aucune défense et sans moyen de résister à aucune attaque d'hommes ou de bêtes. Mais je n'ai échoué sur une île où je ne vois nulle bête féroce qui puisse me nuire, comme j'en ai vu sur la côte d'Afrique. Et que serais-je si j'y avais naufragé? Je n'ai pas une seule âme à qui parler, ou qui puisse me consoler. Mais Dieu, par un prodige, a envoyé le vaisseau assez près du rivage pour que je puisse en tirer tout ce qui m'était nécessaire pour suppléer à mes besoins, ou me rendre capable d'y suppléer moi-même aussi longtemps que je vivrai. En somme, il en résultait ce témoignage indubitable que dans le monde, il n'est point de condition si misérable, où il n'y ait quelque chose de positif ou de négatif dont on doive être reconnaissant. Que ceci demeure donc comme une leçon tirée de la plus affreuse de toutes les conditions humaines, qu'il est toujours en notre pouvoir de trouver quelques consolations qui peuvent être placées dans notre bilan des biens et des maux au crédit de ce compte. Ayant alors accoutumé mon esprit à goûter ma situation, et ne promenant plus mes regards en mer dans l'espérance d'y découvrir un vaisseau, je commençai à m'appliquer, à améliorer mon genre de vie, et à me faire les choses aussi douces que possible. J'ai déjà décrit mon habitation ou ma tente, placée au pied d'une roche, et environnée d'une forte palissade de pieux et de câbles que, maintenant, je devrais plutôt appeler une muraille, car je l'avais renformée à l'extérieur d'une sorte de contre-mur de gazon d'à peu près 2 pieds d'épaisseur. Au bout d'1 an et demi, je posais sur ce contre-mur des chevrons, s'appuyant contre le roc, et que je couvris de branches d'arbres et de tout ce qui pouvait garantir de la pluie, que j'avais reconnue excessive en certains temps de l'année. J'ai raconté de quelque manière. J'avais apporté tous mes bagages dans mon enclos et dans la grotte que j'avais faite par derrière. Mais je dois dire aussi que ce n'était d'abord qu'un amas confus d'effets dans un tel désordre qui occupait toute la place et me laissait à peine assez d'espace pour me remuer. Je me mis donc à agrandir ma grotte et à pousser plus avant mes travaux souterrains, car c'était une roche de sablon qui cédait aisément à mes efforts. Comme alors je me trouvais passablement à couvert des bêtes de proie, je creusais obliquement le roc à main droite. Et puis, tournant encore à droite, je poursuivais jusqu'à ce que je l'eusse percé à jour, pour me faire une porte de sortie sur l'extérieur de ma palissade ou de mes fortifications. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée ou bonne nuit.